Alors, en cette journée du 8 mars, nous sommes au sein de l'exposition Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle, pour cette journée donc, du droit des femmes, pour évoquer une figure qui est présente dans cette exposition, avant tout consacrée à une collection exceptionnelle du Musée des Arts et Métiers, collection de modèles réduits d'ateliers provenant de la Maison d'Orléans, mais la femme dont nous voulons parler, qui est tout autour de nous à l'honneur, est Félicité de Genlis, dont Martine Reid, à mes côtés, professeure de littérature française à l'Université de Lille et spécialiste, et a consacré plusieurs études, non seulement à Félicité de Genlis, mais également aux femmes auteurs, aux femmes de lettres, aux femmes écrivaines, on reviendra plusieurs fois sur ce terme, dans sa magistrale synthèse « Femmes et littérature, une histoire culturelle » publiée en mars 2020. Merci beaucoup Martine d'être avec nous pour évoquer d'abord cette héroïne de notre exposition, Félicité de Genlis. Quelques éléments, elle naît en Bourgogne en 1747, elle va avoir une longue vie et on la voit sur ce portrait derrière nous représentée de façon d'ailleurs un peu allégorique, mais en tout cas telle qu'elle se voulait elle-même, donc écrivaine, la plume à la main. Elle y a travaillé sans doute toute la nuit, les bougies sont quasiment consumées. Elle a aussi derrière la crosse de cette harpe, et on voit juste devant une harpe de nos collections qui rappelle que la musique a aussi fait partie de sa vie, mais oui. Sa vie, ce sont les lettres, la pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur elle, justement ? Mais ce qui frappe justement peut-être le plus, c'est que Félicité de Genlis est une vraie figure du XVIIIe siècle au sens où elle associe la littérature et la pédagogie. Il faut rappeler que si elle est en effet une femme de lettres et une romancière, elle est essentiellement une pédagogue, puisque un tiers seulement d'une production absolument considérable, une centaine d'ouvrages environ, concerne la littérature au sens étroit du terme qu'on lui donne aujourd'hui. Donc ce double aspect est tout à fait significatif de sa personnalité. Il y a sans doute, évidemment, et on va avoir l'occasion d'y revenir, l'extraordinaire entreprise presque utopique que constitue l'idée de rassembler à Bellechasse autour des enfants d'Orléans d'autres enfants pour une expérience pédagogique unique en son genre. Ce souci justement de la pédagogie, cette littérature destinée aux enfants, c'est une nouveauté C'est une relative nouveauté. On sait que Genlis a quelques modèles en tête, et notamment celui de Madame le Prince de Beaumont, qui publie quelques années auparavant déjà toute une série de textes adressés aux enfants. Genlis leur donne sans doute une force particulière parce que précisément elle a, dit-elle, beaucoup d'imagination et il est vrai que dans ses premières publications il y a déjà Les Veillées du Château par exemple qui sont un ensemble de nouvelles à tendance morale comme on le fait à l'époque pour montrer aux enfants qu'il faut se comporter généreusement, etc. Alors, nous avons dans l'exposition exposé en effet les Veillées du Château, mais nous mettons aussi à l'honneur son roman épistolaire peut-être pour lequel elle est restée la plus connue, la plus célèbre, qui est Adèle et Théodore. Oui. Adèle et Théodore ou Lettres sur l'éducation, qui paraît en 1782. C'est un roman qui rencontre un très grand succès d'ailleurs. Il est contemporain et exactement contemporain des Liaisons dangereuses de Laclos, affaire d'éducation dans les deux cas, avec des solutions un peu différentes assurément dans l'un et dans l'autre. Mais ce qui est intéressant dans ce très vaste roman par lettres, comme c'est la mode à l'époque, c'est qu'il y a d'une part un modèle éducatif idéal pour des enfants de l'aristocratie, mais aussi des informations sur l'éducation des princes, et un roman sentimental, et un roman historique, et d'autres choses encore, toutes sortes de considérations. C'est une sorte à mon avis, de synthèse excellente de tous les débats d'idées du temps.
Alors même si les positions de Genlis sont relativement conservatrices, et là-dessus on sait que ces positions sont assez contradictoires en effet, il n'empêche que c'est une superbe synthèse sur ce que c'est qu'élever des enfants. Et ça, son imagination dans ce domaine est très exceptionnelle. Ça précède de peu l'arrivée des enfants d'Orléans à Bellechasse. Et donc justement, une éducation princière, c'est aussi notre sujet ici. Sans doute, le premier scandale qui arrive, c'est déjà le terme qu'elle emploie. Elle se dit gouverneur des enfants d'Orléans. Elle n'est pas leur gouvernante, elle a vraiment un rôle pédagogique majeur et elle-même, elle encadre une équipe pédagogique. Tout à fait. C'est le terme qu'on pourrait employer. Oui, absolument. Elle s'occupe des jumelles d'Orléans depuis 1779 et on peut croire que, malgré ce qu'elle raconte dans ses mémoires, le projet de confier à Genlis l'ensemble des enfants d'Orléans est très ancien. Parce que sinon, on ne peut pas expliquer la construction de Bellechasse, non seulement la maison où les enfants seront rassemblés, où les fils viendront du Palais Royal pour recevoir leurs leçons, mais aussi un bâtiment à côté qui est un bâtiment privé pour Genlis. On peut croire qu'effectivement le projet est très ancien parce qu'il va mobiliser en fait un nombre de personnes absolument considérable. Il va y avoir à partir de 1782 et jusqu'à 1791, 12, selon la manière dont on veut compter, une dizaine d'élèves environ qui vont se partager entre Bellechasse, le château de Saint-Leu pendant l'été et le château de la Motte au bord de la mer dans les dernières années. Et du coup, là, il faut rappeler donc, elle se voit confier donc ses petites filles, les enfants du duc d'Orléans, premier prince du sang, un personnage absolument considérable dans le paysage politique de l'Ancien Régime. Et elle va ensuite s'occuper des trois fils du duc et de la duchesse d'Orléans, Louis-Philippe qui deviendra roi des Français, qu'elle verra monter sur le trône dans les derniers mois de sa vie en 1830, et également Antoine et Louis-Charles. Donc, à la même époque, les enfants de ses cousins royaux, ils sont élevés tout seuls par un homme. Là, il s'agit d'élever ensemble une petite troupe d'enfants. C'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau et je reviens sur la question que vous aviez posée à propos du titre de gouverneur. Donc ce titre, elle rappelle qu'elle ne peut pas en tant que femme le porter officiellement et qu'elle n'en a pas le rang. Mais elle insiste tout de même parce que justement, elle a été choisie. Alors ceux qui sont hostiles à Genlis disent par une série d'intrigues invraisemblables, d'autres disent que non, elle a réussi à faire connaître ses compétences. Elles ont été reconnues par le duc d'abord de Chartres et puis d'Orléans à partir de 1785. Et donc la voilà en effet à la tête d'une petite troupe, première et unique en réalité dans l'histoire des rois de France, façon de concevoir l'éducation princière. Puisque bien sûr les garçons étaient élevés avec un gouverneur et toute une série de précepteurs, et d'autre part, les filles avaient une gouvernante et quelques de très minces connaissances. Genlis a le sentiment que s'il ne faut pas imaginer un système éducatif qui mette à égalité les petits garçons et les petites filles, comme le recommandent un certain nombre d'éducateurs à l'époque, elle dit qu'il est nécessaire que les petites filles aient une excellente éducation, mais distincte des garçons, parce que leur rôle dans la société ne va pas être le même. Oui, je crois avoir lu qu'elle insiste sur, par exemple, l'apprentissage du latin, qui était réservé plutôt aux garçons. Oui, tout à fait. Et la nouveauté, certainement, et là on est très loin des idées de Rousseau, la nouveauté pour Genlis, c'est que les petites filles doivent devenir instruites presque à égalité avec les garçons, mais avec des modalités un peu différentes, et surtout, elles doivent s'instruire pour le plaisir. Et cette notion du savoir comme plaisir est tout à fait nouveau, puisqu'on imaginait que les petites filles allaient apprendre un peu de musique, un peu de couture, même dans le cas de l'éducation princière. Et ça, Genlis ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et donc, justement,
parmi toutes ces activités qu'ils peuvent réaliser à Bellechasse, donc ce pavillon n'existe plus. Il a été détruit au début du XXe siècle, quand on a loti en réalité les terrains qui appartenaient à un couvent. Et donc les deux pavillons ont disparu. Une Grenelle, c'est ça? Oui, oui, absolument. Mais en fait, elle a installé au sein de ce pavillon plusieurs cabinets pour les différentes leçons. Elle raconte dans ses mémoires qu'elle a fait mettre partout des toiles peintes qui présentent la géographie. Oui. Elle a conçu une vraie maison pédagogique, au sens où il n'y a pas un détail décoratif de cette maison qui ne rappelle un enseignement de quelque sorte, des scènes mythologiques dont il faut déchiffrer la signification, des résumés de l'histoire de France aussi. Elle est passionnée à un moment par l'histoire de Rome et de la Grèce, et donc elle fait dessiner de la même manière toutes sortes d'illustrations sous différentes formes. La diversité des enseignements est très considérable, on le sait. Ce n'est pas seulement les matières traditionnelles qui sont enseignées, mais elle a l'idée qu'il faut tout voir, tout savoir, et tout savoir faire aussi. Et donc il y a un aspect technique qui est tout à fait nouveau. Et oui, évidemment, c'était ce qui nous avait retenu lorsque nous avons travaillé sur l'exposition pour faire le lien avec ces très beaux modèles. On sait justement, et ça nous avait beaucoup étonné avec ma collègue avec qui j'ai travaillé, qu'elle leur a fait faire de la gymnastique. Elle détaille, c'est assez précis, différents exercices, il faut porter des choses assez lourdes, il faut mettre, les enfants portent des semelles de plomb dont le poids augmente au fur et à mesure de leur habileté, voilà, pour les endurcir. On sait que chacun des petits princes d'Orléans ont également appris à nager, ce qui n'était pas du tout courant à l'époque. Ils sont formés à tous les autres arts du corps que sont l'équitation, l'escrime, la danse, etc., mais de façon plus classique. Mais elle leur fait aussi faire du jardinage, et ça nous avait... Elle leur fait faire du jardinage, et elle leur fait faire du jardinage en allemand, puisque une des grandes idées de Jean Lys, c'est qu'évidemment, il faut connaître les langues étrangères. Donc la journée se déroule, on le sait, il y a toutes sortes de descriptions de ces journées, mais la journée se déroule en français, bien entendu, mais aussi en italien, en allemand, en anglais. Et la partie botanique est réservée à l'allemand. Donc le jardinier en chef est allemand. Chaque enfant a un petit carré de jardin où il fait pousser toutes sortes de choses. Et on se rend au jardin en parlant l'allemand. Ça devait être... assez extra, je pense, de voir cette petite troupe pratiquer. Elle a aussi, on le sait d'après ses mémoires et également d'après les mémoires de Louis-Philippe, elle fait faire de nombreuses visites, alors des visites d'église, elle emmène les enfants dans des salles de vente, elle les emmène chez différents peintres, chez David, et puis elle les emmène aussi dans des fabriques, des manufactures. Et lors de l'été 1788, on a pu emprunter au Musée national de l'éducation de Rouen un témoignage qui est un de mes objets favoris dans l'exposition, qui est un tout petit carnet qui est une relation de voyage faite à l'été 1788 avec dans lequel Madame de Genlis emmène dans sa berline les enfants Louis-Philippe, Antoine, Adélaïde, Pamela également, sa nièce Hermine, et ils partent sur les routes de la Normandie et de la Bretagne. Voilà, c'est assez extraordinaire quand même de faire ce voyage. C'est assez extraordinaire, d'abord parce que le tourisme local n'existe pas, c'est une notion du 19e siècle, et d'autre part parce que Jean Lys ne fait pas seulement le tour des châteaux et des églises, elle est attentive en fait à toutes les manifestations. Là, la vue est vraiment celle de l'encyclopédie, c'est-à-dire que tout est intéressant, et aller voir un atelier de quelque sorte, de quelqu'un qui fabrique quelque chose de spécifique sur le chemin est aussi intéressant que d'aller voir justement les manufactures. Certaines appartiennent à la famille d'Orléans d'ailleurs, et aussi d'observer les usages des gens que l'on rencontre.
puisqu'il y a une sorte de début de regard sociologique ou ethnographique sur les différences entre les régions de France et sur la nécessité d'observer continuellement ce qu'on a autour de soi. Toute catégorie de choses confondues, puisque en même temps, pendant le voyage, il y a aussi les intérêts pour la botanique, pour la minéralogie. En réalité, tout ce qui s'offre au regard fait l'objet de considérations et noté ensuite dans les carnets, puisque Jean Lys, ça c'est une autre caractéristique de son programme éducatif, on écrit beaucoup. On écrit en anglais, en allemand et en italien à des correspondants supposés. On écrit aussi en français de temps en temps, mais surtout on tient des journaux qui circulent d'un enfant à l'autre et qui sont lus en tout ou partie par la gouvernante ou le gouverneur. Donc ça fait une occupation absolument considérable et qui prend toutes sortes de formes. C'est vrai qu'on a retrouvé dans certains de ces journaux parfois même ces petites corrections d'orthographe ou de formulation. Ça devait être un maître un peu sévère quand même aussi. Oui, elle s'explique là-dessus, ou elle se défend, en disant que la famille d'Orléans lui a donné toute autorité et qu'à ce titre, évidemment, elle se doit d'avoir, dans le cas du sous-gouverneur, qui est Charles Lebrun, une idée extrêmement précise de ce que font les enfants véritablement de minute en minute. Et du coup, cet intérêt assez extraordinaire pour tout ce qui l'entoure lui fait également, vous le disiez, donc, faire pratiquer des activités manuelles, que ce soit les activités du corps, mais aussi des travaux du tournage, de la vannerie, de la reliure. Le petit carnet qui est présenté ici, il a été relié des mains de sa nièce. Elle les fait dessiner aussi. Oui, elle leur fait faire des fleurs en papier, confectionner, ce qui est la mode à l'époque, des bijoux en cheveux, des boutons. Enfin, vraiment, il y a aussi un côté atelier créatif qui est tout à fait extraordinaire et qui varie selon les moments de l'année, selon qu'ils sont à Bellechasse ou qu'ils sont dans le château de Saint-Leu. On fait beaucoup de théâtre aussi et on fait des pantomimes sous la direction de David. D'accord. C'est vrai que dans Adèle et Théodore, elle évoque aussi cet aspect tout à fait, théâtre. Oui, qui est si théâtre, et du théâtre de société, théâtre d'éducation. Oui. Théâtre, théâtre qui est aussi très présent à la cour d'Orléans et dont elle-même a participé. Est-ce que c'est aussi justement une caractéristique que d'autres femmes écrivains, d'autres romancières de l'époque aussi sur lesquelles se penchent sur ces scénettes, etc. Oui, il y a une production, ça commence au XVIIIe siècle, de théâtre d'éducation. Ce sera plus manifeste au XIXe siècle, mais là aussi, Jean Lys est plutôt une pionnière. Et disons qu'elle donne aussi une forme beaucoup plus importante à la chose elle-même. Elle a joué, elle raconte qu'enfant, elle a joué inlassablement dans toutes sortes de petites pièces de théâtre de société, et donc elle a compris le bénéfice de cette opération, le côté très divertissant aussi, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'elle devait être une femme assez autoritaire. En même temps, elle insiste beaucoup sur la jubilation à courir dans la nature, à collectionner toutes sortes de choses intéressantes, de voir des insectes qu'on essaie d'identifier, et le grand plaisir de se déguiser et de jouer. Et il y a d'ailleurs au château de Saint-Leu ce qu'elle appelle un magasin de costumes, donc et elle fait faire une scène d'ailleurs pour que les enfants puissent y monter. Et les adultes y montent aussi. Il y a un petit public, comme ça se fait en effet dans certains cas de théâtre de société bien connus, celui de Voltaire par exemple, à Cyrène. Quelle époque fantastique, mais elle va connaître des temps plus difficiles parce que absolument. La tourmente révolutionnaire, passé ses premiers enthousiasmes auxquels oui, et alors là aussi, on la sent, à partir de 89, on la sent
très hésitante. D'un côté, la scène est bien documentée, elle va se rendre à la Bastille et célébrer le fait que la nation, sous la forme d'hommes, de femmes et d'enfants, défait pierre à pierre ce symbole de la tyrannie du roi. Mais il n'empêche que très vite, elle prend peur et que sans doute, par un sens assez juste des mouvements politiques, elle comprend que ça pourrait basculer dans une forme radicale qui, à ce moment-là, exclurait, c'est quand même aussi ce qui va se passer dans les faits, qui exclurait les Orléans. Elle apprend consternée que Louis-Philippe a été accepté, enfin présenté par son propre mari d'ailleurs, et accepté au Club des Jacobins, qu'ensuite il prête serment à la nation et signe citoyen charte, donc renonce à ses titres et à toute espèce de particules et honneurs, renonce au droit d'aînesse, etc. Alors on les voit en effet, les membres de la famille d'Orléans embarqués dans une histoire de plus en plus compliquée. Genlis partira en émigration avec Adélaïde en Angleterre d'abord, et ensuite, à partir de 92, courra l'Europe dans tous les sens, comme un certain nombre d'émigrés. Et sa production littéraire ne faiblit pas, elle. Sa production, c'est peut-être la chose la plus saisissante. Elle a le sentiment qu'elle a une réelle notoriété, ce qui semble manifeste. Et là, partout où elle va passer, en Suisse d'abord, en Hollande, en Allemagne, ce qui est alors la Prusse, ce qui est aussi l'État d'Holstein. Elle se réfugie dans une ville qui appartient à la couronne danoise. Enfin, elle se déplace beaucoup. On ne comprend pas toujours pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que partout où elle passe, elle réussit à publier. Elle a le sentiment qu'elle va pouvoir placer auprès d'imprimeurs, des imprimeurs qui publient en français, et il y en a dans le nord de l'Europe, en fait, en nombre conséquent. Elle va pouvoir, là, publier des romans. Ces romans se vendent bien, ces manuscrits sont achetés à bon prix, et elle va vivre de ça. Et être d'ailleurs, chose très extraordinaire, quand on voit le changement de situation, tout de même parfaitement étonnant, elle va être très fière de gagner sa vie et au fond d'être autonome, de ne devoir à personne le fait qu'elle peut rester dans une auberge, louer une maison, etc. Oui, c'est finalement... Est-ce que c'est la littérature comme outil d'émancipation? Est-ce que on pourrait aller jusque-là? Il est difficile de savoir si elle le conçoit de cette manière, vu qu'il y a à l'époque un certain nombre de femmes qui publient, et certaines sont largement aussi connue que Genlis. Genlis est d'ailleurs parfois un peu jalouse et se risque, avant la grande synthèse de 1811, où elle va rendre justice à l'ensemble des femmes qui ont publié et qui sont là dans l'histoire littéraire. Avant ça, on la sent assez agacée par les succès de certaines femmes, et notamment de toutes celles qui appartiennent à la mouvance philosophique, puisque Genlis s'est posée en défenseuse, si j'ose féminiser le mot, du christianisme et de la religion. Et à ce titre, a vraiment constitué ce qui, à la fin, ressemble à une sorte de doctrine anti-philosophique qui, évidemment, va expliquer la raison pour laquelle aussi, quand on va raconter l'histoire du XVIIIe siècle, on va avoir tendance à l'oublier, voire à totalement l'écarter du récit. Oui, c'est vrai qu'avant de se pencher autour de de la faire ressurgir, ça reste une femme relativement oubliée de cette histoire culturelle où elle a une place. Oui, elle a une place absolument considérable. On peut raisonnablement croire que, à partir du XIXe siècle, elle est d'abord associée au milieu d'Orléans. Et quand Louis-Philippe revient au pouvoir, et que très vite, tout de même, les positions, y compris dans le monde littéraire, dans la mouvance du deuxième romantisme, où on cherche un libéralisme plus actif, Louis-Philippe va être voué aux gémonies, désigné avec la fameuse caricature de la poire comme le souverain tout à fait lamentable, plus les quelques répressions d'ordre politique qui commencent à partir de 1831. Et au fond, on peut croire que Genlis va être en partie comprise dans cette lecture politique, en réalité. Par ailleurs, dans la mesure où justement elle n'annonce pas une révolution grâce aux Lumières,
puisqu'elle est à la fois franchement dedans, mais en partie à l'extérieur. À ce moment-là, il ne va plus y avoir de place pour ce récit édifiant où on imagine que tout le XVIIIe siècle prépare la Révolution. C'est une manière de raconter la Révolution, bien sûr. Et à ce moment-là, tout ce qui est défense du catholicisme gêne considérablement. On préfère Rousseau, Voltaire, Diderot dans une moindre mesure, et le récit national de la littérature et du XVIIIe siècle va se partager peu à peu entre, d'une part, une sorte d'apologie du libertinage. C'est particulièrement vrai à partir du début du XXe siècle, mais aussi évidemment dans une célébration des Lumières. Et là, Genlis n'a pas sa place, puisque du côté du libertinage, on ne l'imagine pas, sauf qu'évidemment, il court sur Genlis toutes sortes de ragots qui font penser que Genlis a été la maîtresse d'absolument tout le monde. Victor Hugo affirme même de Mirabeau, ce qui est totalement invraisemblable. Mais par ailleurs, force est de constater qu'en effet, elle n'a pas vraiment participé au mouvement des Lumières tel qu'on l'entend de manière étroite. Et donc la voilà condamnée à l'oubli, tout simplement. Donc ce moment, oui, de constitution d'une histoire littéraire nationale est aussi un moment où Genlis, mais sans doute d'autres de ces figures, de ces femmes sont mises de côté. Oui, elles sont mises de côté et ça reste très étonnant. On peut croire qu'au fond, le point d'arrivée d'un discours qui s'est mis en place à partir de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, ce discours-là, il trouve au fond un premier point de synthèse avec, en 1895 avec l'histoire de la littérature française de Gustave Lanson. À l'époque de Lanson, les textes de femmes sont bien connus. Ça, c'est la chose qui est intéressante quand même à signaler. Ce n'est pas qu'on les a oubliés et que Lanson, évidemment, n'en aurait pas entendu parler. Si on regarde les publications de l'époque, on s'aperçoit que Genlis, la première, est rééditée pendant tout le XIXe siècle. Ses mémoires sous forme d'extraits, parce qu'évidemment, ils font 8 et puis 10 volumes, mais tout de même, elle est très présente, et avec elle, nombre d'autres femmes. Mais la vision républicaine de Gustave Lanson, qui veut faire de la littérature une discipline, à la suite des malheurs évidemment de la guerre et puis de la Commune, cette vision-là, elle va être extrêmement masculine. Il va y avoir une sorte de retour à un modèle qui sera le modèle qui aura un temps de vie considérable et qui est encore malheureusement dans pas mal de têtes aujourd'hui, à savoir il y a des hommes en littérature et de loin en loin, il y a une figure exceptionnelle. Alors, virile, oui, absolument. Donc une histoire qui met en avant toute espèce d'œuvres masculines et puis de loin en loin des œuvres féminines qui sont d'ailleurs, sous la plume de Lanson, assez souvent dévalorisées. Donc on se demande même pourquoi il prend la peine de les citer, puisqu'il traite Christine de Pisan de bas bleu, par exemple. Ce qu'il ne fait pas. Et du coup, cette histoire de la littérature française est remplie d'une myriade d'auteurs masculins tout à fait secondaires, mais en revanche de très peu de noms de femmes. Oui. Alors justement, dans ce paysage, il y a beaucoup d'autres femmes en fait qui entourent, de femmes romancières ou de femmes auteurs qui entourent Madame de Genlis. Il faudrait d'ailleurs parler quand même de son roman, La femme auteur, à un moment, mais on y viendra. Et vous disiez que sa mère elle-même a publié des ouvrages. Oui, donc sa mère et sa tante publient des ouvrages. Sa tante, semble-t-il, quelques pièces de théâtre, et la chose est plus anecdotique. Mais sa mère, on peut comprendre qu'elle a vraiment imaginé d'avoir une carrière de femme de presse, vraisemblablement pour des raisons financières, et aussi de romancière. Alors elle va se lancer dans un projet de roman, de journal de mode à l'usage des dames, qui ne va pas déboucher sur quoi que ce soit. Et ensuite, elle va publier 2 romans. Et on oublie le premier, semble-t-il, Le danger des liaisons, reçoit un accueil chaleureux. Et c'est un roman épistolaire, comme la mode l'a imposé. Elle en publie un second qui, semble-t-il, aurait eu moins de succès. En réalité, il faudrait faire des recherches plus poussées. Par ailleurs, Genlis est entouré
d'autres femmes auteurs, mais à l'égard desquelles elle a des rapports parfois un peu conflictuels, notamment pour ce qui est de Madame d'Épinay, où là, Madame d'Épinay reçoit un prix pour les conversations d'Émilie, et Madame d'Épinay, pour des raisons idéologiques, ne peut évidemment pas devenir l'amie de quelque manière, pour des questions de rang aussi dans la société, ne peut pas devenir l'amie de Jean Lys, parce que précisément elle a adopté des positions philosophiques, elle est liée à Grimm, et donc elle fait partie de la nébuleuse philosophique très active, à l'égard de laquelle Madame de Genlis a toujours manifesté le plus grand mépris, et voire d'ailleurs une hostilité qui va passer par toutes sortes de publications contre eux. Oui, elle a, dans ses mémoires, elle a écrit qu'elle aurait souhaité réécrire l'encyclopédie. Tout à fait. Oui. Mais c'est de ces chantiers énormes auxquels elle s'attaque le cœur léger. Mais en même temps, elle souhaite réécrire l'encyclopédie parce qu'elle dit « j'ai vu les manufactures, j'ai pris des notes et là, je vois qu'il y a des défauts dans la construction des planches, certains détails ne sont pas corrects, donc sans doute… elle est assez agacée par certains articles, en réalité un très petit nombre, de l'encyclopédie qui sont contre la religion ou qui manifestent, ceux de Diderot, une sorte de matérialisme tout à fait nouveau. Ça évidemment, ça la choque, mais il y a aussi la partie technique. Malgré tout… Elle n'avait sans doute pas totalement tort, parce elle n'avait sans doute pas pour totalement certaines tort. planches, on sait que les encyclopédistes ont recyclé des documents qui étaient… Tout à fait, qui étaient déjà obsolètes au moment… anciens, ouais, voilà. Tout à fait. Il n'en reste pas moins que l'encyclopédie reste un monument tout à fait fascinant par ailleurs. Donc, et que cette entreprise pouvait paraître quand même très très ambitieuse, mais c'est une femme pleine d'ambition. Oui. Donc je crois qu'on peut tout à fait lui faire ce crédit. Ce qu'il y a, on a parlé de ces romans, de sa carrière. Elle a aussi été publiée et traduite en plusieurs langues. Est-ce que c'était courant à l'époque ? Oui, parce que les imprimeurs éditeurs du XVIIIe siècle étaient soucieux évidemment de vendre leurs produits, et donc les textes qui ont connu un certain succès ont tous été traduits, alors les uns dans 2-3 langues européennes et les autres dans davantage de langues. Jean Lys a été traduite dès Adèle et Théodore en 1782, à partir de quoi sa notoriété a été telle qu'on a traduit à peu près tous ses ouvrages, au moins en allemand, en italien, en anglais, parfois plusieurs fois en anglais, également en portugais, si je me souviens bien. Et donc la diffusion, il faut rappeler quand même que le XVIIIe siècle, l'élite au XVIIIe siècle, dans l'ensemble des pays européens, lit le français. Et donc, on sait que les volumes arrivent jusqu'en Russie, puisque, y compris dans Tolstoï, il y a des allusions au fait que l'aristocratie a lu Adèle et Théodore et aussi quelques romans parus sous l'Empire. Donc, la diffusion de l'œuvre est très considérable. C'est tout à fait passionnant de replacer après cette petite cette femme dans ce milieu plus vaste. Et dans votre ouvrage, cet ouvrage que vous avez dirigé, qui fait 1600 pages, qui est vraiment Femmes et littérature, un monument paru récemment, une histoire culturelle, vous dites, donc vous parlez aussi non seulement des romancières, mais d'autres usages, enfin d'autres postes que les femmes ont pu occuper. On le voit que c'est souvent d'ailleurs, elles embrassent beaucoup de genres littéraires finalement. On a parlé déjà de romans d'éducation, de théâtre d'éducation, de journal. Il y a déjà beaucoup d'éléments de ces. Mais est-ce que ces femmes libraires, ces femmes éditrices, tout ça existe également et forme un milieu ou en tout cas des figures qui émergent? Pour ce qui est du domaine éditorial, là, je ne peux pas faire une sorte d'histoire depuis le Moyen-Âge, et en tout
cas c'est les débuts d'une édition entre guillemets des manuscrits, mais je peux au moins pour le XVIIIe siècle rappeler qu'il y a quelques femmes qui sont imprimeurs, comme on dit, puisque à ce moment-là c'est le terme qui est utilisé, parce qu'elles sont veuves et qu'elles ont donc elles disposent du droit d'imprimer qu'avait leur mari. Donc il y a quelques femmes qui sont dans cette situation. Au XIXe siècle, ça disparaît, puisque cette position de l'imprimeur-libraire n'existe plus après, se défait sous la Restauration, et qu'à ce moment-là, on a l'arrivée des éditeurs au sens moderne, et là, il n'y a plus de femmes de manière intéressante, parce que ça suppose l'arrivée de capitaux, ça suppose une visibilité sociale aussi, qui font que, voilà, un métier, en tout cas, qui est entièrement masculin jusqu'à la fin du XXe siècle. En revanche, on trouve des femmes dans tout ce qui est ouvrière, dans les ateliers d'imprimerie, etc., pour ce qui est du XIXe siècle. Donc les petites mains sont là et elles sont largement féminines. On va trouver aussi, pour élargir un petit peu le spectre, on va trouver des femmes dans la presse, bien sûr, mais là aussi, au compte-gouttes, petit à petit, quand Delphine de Girardin décide de publier dans La Presse, qui est un des grands journaux de l'époque, là je suis au XIXe siècle, elle va choisir un pseudonyme masculin, et c'est le cas de la quasi-totalité des femmes qui sont dans la presse. Donc on trouve, c'est vrai, des femmes, on avait choisi ces tampons larges, celles de l'histoire culturelle, on en trouve, mais il reste saisissant de voir que malgré tout, elles sont majoritaires dans le domaine du roman. Il a été en quelque sorte décidé, c'est l'effet d'une construction critique un peu longue que je ne vais pas expliquer ici, mais il a été, à la fin du XVIIe siècle, il a été associé femmes et romans, et cette association, malgré que évidemment les romanciers masculins prennent rapidement le dessus de toutes les façons, et à commencer par le nombre, il n'empêche que cette association demeure, et c'est dans ce genre romanesque donc qu'on va trouver le plus de femmes, et que les femmes vont, répétant justement la vulgate qui circule, décider que, au fond, voilà, on leur dit qu'elles ont de l'imagination, on leur prête pas beaucoup de qualités, mais au moins on leur dit qu'elles sont là en train de rêvasser sur toutes sortes de situations possibles, et donc le roman ferait idéalement leur affaire, et après tout, Genlis le répète aussi. Et du coup, elle s'intéresse à des héroïnes féminines. On sait que Madame de Genlis s'intéressait par exemple aux artistes peintres féminines. Tout à fait. Tout à fait. Oui, alors c'est la particularité de Genlis. Et par exemple, à la différence plus tard, un peu plus tard, puisqu'il y a une génération de différence, de Germaine de Staël ou même de George Sand. C'est-à-dire que Genlis va imaginer une vraie solidarité entre les femmes artistes. Elle va la souhaiter. Alors, j'ai parlé de jalousie tout à l'heure, mais tout de même, le sentiment qui l'emporte, in fine, c'est que les femmes sont là, elles sont injustement traitées. Ça, Germaine de Staël le dit un peu aussi, mais elle n'imagine pas de faire, comme le fait Genlis, au fond, déjà une sorte d'histoire de la littérature dans le volume qu'elle publie en 1811 et qui s'appelle « De l'influence des femmes sur la littérature comme protectrice des arts et comme auteur ». Et là, elle rassemble, en effet, depuis le Moyen-Âge jusqu'au tout début donc, de l'Empire, des noms, des figures, elle les défend, elle les a lus, manifestement, donc elle présente leurs œuvres, etc. Tout un domaine, évidemment, passionnant. Pour revenir un petit peu sur un point qu'on a abordé au tout début de notre entretien, c'est la façon de désigner en fait ces femmes auteurs. Est-ce que, voilà, quel terme utilise-t-elle le plus possible? Y a-t-il variété Il y a variété parce qu'il y a hésitation, et donc elles sont appelées tour à tour femmes de lettres, auteuses, autoresse à un moment donné, avec ou sans âge, parce qu'on se dit qu'il y a une forme anglaise, autrice
dès la Renaissance, mais le terme en fait est abandonné et disparaît totalement au XVIIIe siècle, où on préfère le terme auteur au masculin, ou parfois femme de lettres. Au XIXe siècle, d'après les sondages que l'on peut faire, c'est femmes auteurs qui l'emportent, et il y a un fameux questionnaire qui est distribué à la fin du XIXe siècle où on demande aux femmes comment elles désigneraient celles qui écrivent, et ces femmes auteurs qui en réalité arrivent en premier. Alors, le XXe siècle va préférer, à partir du féminisme en particulier, à partir des années 70, le terme écrivaine. Et aujourd'hui, on voit aussi la forme auteur avec E qui avait déjà été tentée au Moyen-Âge et au XIXe siècle de manière rapide. Mais donc, bien sûr, on a toutes sortes de mots à disposition et on voit toujours aujourd'hui, ce qui est très étonnant, certaines écrivaines qui refusent de féminiser le nom de leur activité au prétexte que la littérature n'aurait pas de sexe, ce que et tout montre malheureusement le contraire. Oui, ce qui m'a aussi étonnée, c'est la réception incroyable de certaines de ces femmes écrivaines. Oui. Madame Riccoboni, par exemple, qui publie énormément, en fait, qui est l'auteur sans doute le plus publié de son époque. Oui, alors Riccoboni, Marie-Jeanne Riccoboni apparaît dans les premiers best-sellers, évidemment ce mot a un sens à l'époque, mais quand même dans les publications les plus vendues, y compris au début du XIXe siècle. Donc si je me souviens bien, elle meurt à la fin du XVIIIe siècle ou au tout début du XIXe siècle, et ces romans sont édités encore pendant un temps considérable. La chose peut-être la plus étonnante dans cet ordre d'idées, c'est la situation de Françoise de Graffigny, puisque Françoise de Graffigny publie en 1747 Lettres d'une Péruvienne, qui est un petit roman épistolaire particulièrement réussi. Et ce texte-là peut être considéré comme l'un des premiers best-sellers. Il est traduit dans toutes sortes de langues, il circule dans l'Europe entière, son auteur devient extrêmement célèbre et donne lieu à toutes sortes de modes d'ailleurs, des modes pour s'habiller à la péruvienne, etc. Et donc on a ponctuellement des œuvres qui rencontrent un grand succès. On a aussi des œuvres tout à fait intéressantes par ailleurs. On a des œuvres dans le domaine du théâtre, de la poésie, etc. Et là, on sait que, précisément parce qu'on n'est plus dans le domaine du roman, le nombre de femmes diminue très considérablement. Pour le XIXe siècle, on sait qu'il y a 3% de femmes qui voient leurs œuvres de théâtre publiées. Donc elles sont quasiment absentes du paysage parce que c'est tenu par des hommes, que la manière de produire des pièces, par exemple, est très masculine et qu'on n'imagine pas une femme faisant les démarches nécessaires pour ce genre de choses. Oui, c'est absolument. C'est la comédienne ou la spectatrice, puisque la peinture célèbre évidemment la femme élégante qui est dans une loge au théâtre, etc. Et on a un peu l'impression que d'un côté la spectatrice, de l'autre la comédienne offusque. En réalité, celle qui écrit des pièces de théâtre, on sait qu'il y a eu des succès aussi de ce genre. Donc, ce dont on s'aperçoit quand on travaille et qu'on fait justement ce que nous avons collectivement essayé de faire, puisqu'il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé à cet ouvrage que vous évoquiez, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Même pour le XIXe siècle, qui est quand même le grand siècle des connaissances sur la littérature, avec ses grandes figures, notamment et majoritairement masculines, il y a des tas de domaines où en fait on n'a pas d'informations. Et là, il faut souhaiter que effectivement les recherches continuent, puisqu'on se trouve dans cette situation difficile où évidemment on peut finalement arriver à faire une sorte de synthèse encore incomplète, mais de la situation des femmes en littérature, mais en même temps les connaissances qui, pour les auteurs masculins, ont été construites sur des siècles, manquent considérablement, à l'exception de quelques figures, et entre autres des figures du XVIIe siècle, Sévigné par exemple, ou Lafayette, mais par ailleurs, évidemment, y compris le bagage critique, manque absolument pour les femmes auteurs. Et donc ça, c'est un handicap parmi divers handicaps, c'en est certainement un aussi. Il faut juste
Il faut souhaiter que... Il faut lire. C'est vraiment l'invitation que l'on ferait, c'est qu'il faut lire, il faut découvrir, il faut éditer. Je pense que les éditeurs sont assez soucieux de cela aussi. On peut s'étonner peut-être qu'au fond, certaines vues qui avaient été très bien élaborées, y compris théoriquement dans les années 70, sous l'effet de la deuxième vague du féminisme, en réalité, était totalement perdue. C'est-à-dire que moi, je m'étonne un peu que 50 ans après les démarches féministes, la création des éditions des femmes, etc., on en soit aujourd'hui à poser cet objet. C'est fort tard. Il faut le dire. Donc les résistances ont dû être absolument considérables. Force est de le constater, puisque nous voilà seulement maintenant avec cet objet. Et je profite de l'occasion pour le dire, cet objet dans la perspective que nous partageons, donc 3 collègues américaines et des collègues françaises, cet objet est bien un objet transitoire, au sens où, évidemment, c'est un appel, non pas à laisser les femmes enfermées entre elles comme quelque chose qui serait finalement un peu anecdotique et marginal, mais à l'inverse, à dire, ça va permettre d'affirmer que d'entrée de jeu, dès le XIIe siècle, il y a des hommes et des femmes en littérature. Leur situation est très différente, assurément. Il y a des difficultés propres aux femmes, c'est l'évidence, mais en même temps, l'histoire doit se raconter de cette façon. Donc pas comme un domaine masculin où de loin en loin on aperçoit une figure exceptionnelle, mais à l'inverse, comme un discours où chacune trouve sa place, a d'ailleurs des rapports. On a dans certaines parties de l'ouvrage, on a évoqué tout ce qui était œuvre collective aussi. Ce n'est pas seulement que masculin et féminin sont comme ça opposés de manière frontale, pas du tout, mais je pense qu'il faut souhaiter un récit qui, justement, dès le départ, considère que, comme dans la vie en société, il y a des hommes et des femmes, et voilà ce qui arrive aux uns, et voilà ce qui arrive aux autres. Oui, et aussi, comme le disait finalement Jean-Lys, faire ressortir aussi et ressurgir sans doute ces musiciennes oubliées, Tout à fait, ces artistes que l'on a. Oui, mais le danger toutefois de ce geste que l'on voit effectivement particulièrement actif depuis peut-être une dizaine d'années, le danger c'est d'enfermer dans une singularité. Et ça, à mon avis, ce n'est pas souhaitable, parce que sinon on court le risque d'avoir 2 récits parallèles, c'est-à-dire un récit au féminin, un récit au masculin. Or, le génie ou les manifestations de talent à des degrés divers doit être pensé justement dès le départ comme étant masculin, féminin, et peut-être un jour d'ailleurs on se passera de ces catégories, on ne sait pas, mais en tout cas on ne peut pas imaginer qu'il y ait, vous le voyez, une sorte de ressemblance donnée par l'identité sexuée. Et ça, on l'entend parfois dans les propos qui font penser que toutes les femmes auteurs seraient féministes. Ce n'est absolument pas vrai. Les femmes auteurs peuvent être extrêmement conservatrices, inviter d'ailleurs les autres à ne pas écrire, ce qu'on trouve assez régulièrement, jusqu'au moment où on a vraiment tout un spectre de positionnement. Et il faut rappeler que là, c'est exactement le même cas qu'au masculin. Donc le danger serait justement de les enfermer dans une spécificité liée à leur sexe biologique. Et là, il me semble, on n'aurait pas gagné grand-chose. Il faut absolument les inscrire de manière plus générale dans le panorama hommes et femmes. Rejoindre la petite troupe Tout à fait. de Bellechasse, de Bellechasse. Nous en parlions au début de cet entretien. Merci beaucoup Martine Reid de cet passionnant entretien. Je rappelle donc que votre ouvrage Femmes et littérature, une histoire culturelle est publié par les éditions Gallimard dans la collection Folio Essai l'année dernière, en 2020. Je vous incite tous à parcourir cet ouvrage qui nous mène dans beaucoup de découvertes et nous permet justement de secouer un peu les oripeaux de l'histoire littéraire héritée du XIXe siècle. Merci encore. Merci à vous.